et merci de l'intérêt que vous portez à visionner les vidéos d'Afache TV. Il est important que vous sachiez exactement les actions que nous entreprenons toute l'année afin de crédibiliser toujours davantage notre activité professionnelle. Une activité qui est confrontée, vous le savez, à un véritable danger, celui de voir notre profession disparaître dans les murs en France au profit d'une organisation interne aux hôpitaux qui se passe de nos compétences en dehors de tout élément légal. C'est exactement cette nouvelle organisation qui a poussé l'Afache à poursuivre au tribunal le CH d'Arles par l'intermédiaire de notre avocat, maître Jérôme Vialaré, qui devant notre caméra fait un point précis de la procédure en cours. Image. Donc nous voilà dans les bureaux de maître Jérôme Vialaré qui nous fait l'amitié, et plus que ça même, puisque vous allez nous faire quelques confidences aujourd'hui, maître. L'aspect juridique dans l'Afache, c'est tout nouveau, c'est quelque chose que l'on a mis en place depuis peu, mais qui prend de l'importance et ô combien. Donc on compte bien évidemment sur votre expertise, même plus que ça, sur votre même force de conviction pour défendre nos intérêts, les intérêts de l'Association française des ambulanciers SMUR et hospitaliers. Donc quelques mots pour les gens qui nous regardent aujourd'hui. Maître Jérôme Vialaré, présentez-vous. Alors déjà bonjour à tous ceux qui sont là, qui nous regardent, et merci donc à l'Afache qui me permet de faire le point un petit peu sur le mandat qui m'a été donné, la mission qui m'est confiée par votre association. Alors me présenter, ce sera très vite fait. Donc j'ai 52 ans, natif d'Albi, j'ai jamais quitté le barreau d'Albi. Je suis arrivé dans le droit complètement par hasard. Après le secondaire, après le bac, je ne savais pas trop quoi faire. J'ai fait fac d'histoire et je suis tombé avec un professeur Nicolet, grâce à un soir rendu, qui nous a donné des cours de droit public romain, de l'Antiquité romaine. Et j'ai été pris de passion pour le droit et je me suis engagé l'année suivante, tout en gardant effectivement mon cursus universitaire en lettres, dans le droit. Et voilà, donc j'ai suivi tout mon cursus universitaire à l'Université des sciences sociales de Toulouse, avec comme domaine de prédilection le droit public, que j'ai gardé ensuite comme avocat. Donc voilà, je suis avocat depuis 1993. Donc le droit public, c'est un petit peu ce qui nous lie à vous aujourd'hui, puisque l'Afache, il y a maintenant 9 mois de ça, c'est ça, vous pouvez confirmer, vous sollicite, en tout cas vous mandate, pour défendre les intérêts de l'activité des ambulanciers SMUR et hospitaliers sur un domaine bien précis, puisque sollicité par des ambulanciers SMUR de l'hôpital d'Arles qui nous ont confié leur désarroi, puisque je ne fais qu'un rappel des faits, mais il y a de ça quelques mois, donc nous sommes sollicités par les ambulanciers de cet hôpital, de ce dit hôpital, qui se voient contraints à abandonner leur poste par décision de leur directoire au profit, leur activité au profit du SDIS et des pompiers et du SDIS local. Voilà. Donc évidemment l'Afache s'est emparée un petit peu de cet appel au secours et nous avons décidé de vous mandater pour défendre nos intérêts sur cet état de fait. Et vous allez donc nous résumer un petit peu cette situation et regarder un petit peu d'où est-ce qu'on est parti, puisque je ne fais que rappeler, mais il y a maintenant 9 mois de ça que nous vous avons sollicité. D'où est-ce qu'on est parti et où est-ce que nous en sommes actuellement au niveau procédurial? Oui, alors je rappellerai simplement qu'avant d'être sollicité par l'Afache, j'avais déjà mis un pied dans le droit de la santé publique, qui est un droit très très dense, très touffu, très très particulier, en étant toujours donc spécialiste de droit public, notamment avec des personnes qui sont venues me voir, qui appartiennent à la fonction publique hospitalière. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à pénétrer les arcanes de ce droit si particulier qu'est le droit de la santé publique et le droit spécifique aux hôpitaux également, donc avant que l'Afache vienne me démarcher, si je puis dire. Alors effectivement là, cette démarche elle a été extrêmement intéressante parce que là ça m'a fait toucher du doigt quelque chose que je n'avais pas encore abordé dans le droit de la fonction publique hospitalière. C'est donc ces fameuses conventions SDIS qui existent un petit peu partout, qui ne sont pas spécifiques aux Bouches-du-Rhône et au centre hospitalier Joseph Imbert d'Arles. Mais là, effectivement, je me suis retrouvé confronté à une situation que je ne connaissais pas et qui était une situation très particulière et très tendue.
très tendue, puisqu'effectivement, dès le mois d'avril-mai 2017, à Arles, donc dans la commune, sur le territoire d'Arles, dans le pays d'Arles, comme dit la lettre du centre hospitalier, un certain nombre de manifestations se sont déclenchées, sont opérées pour essayer de contrecarrer un projet de la direction qui s'est officialisé au mois d'octobre 2017. Au mois d'octobre 2017, la direction, donc, par le biais d'une lettre ouverte donc numéro 48, par l'intermédiaire de monsieur Donadil, qui est le directeur du centre hospitalier, fait savoir effectivement que pour des motifs de rationalisation de moyens, une convention, la convention SDIS, signée le 5 septembre 2002 entre le SDIS des Bouches-du-Rhône et le centre hospitalier, va être, nous dit cette lettre, entièrement appliquée. Entièrement appliquée, c'est-à-dire que jusqu'alors, cette convention existait, mais ne permettait d'assurer les transports qu'il devait assurer que dans 37% des cas. Le reste était assuré par les 7, puis 6, puis 5 ambulanciers, donc rattachés directement à l'hôpital d'Arles. Et à partir de ce moment-là, effectivement, a été officialisé le fait que, tôt ou tard, même si le SMUR est conservé en tant que structure institutionnelle, le SMUR, dans sa composition, là aussi institutionnelle, puisque voulu par la loi, on y reviendra plus tard, en réalité n'existe plus, et la direction va sceller définitivement le sort des hospitaliers, du corps des ambulanciers, qui sont attachés au centre hospitalier. Donc la procédure, donc, commence à ce moment-là, et donc vous êtes mandaté pour ça. Quelle est donc votre stratégie et qu'est-ce que vous mettez en place à ce moment-là? Alors la stratégie, elle est d'abord d'aller sur place, pour me rendre compte un petit peu de rencontrer les gens, discuter avec eux, essayer de cerner un petit peu le désarroi, parce que c'est vraiment ce qui est perceptible le jour où je me rends, donc au mois de janvier 2018 à Arles. Bon, à partir de cela, j'assiste également à une réunion particulièrement houleuse avec la direction, où on sent que les positions sont de toute manière arrêtées de la part de la direction et qu'il n'y aura pas de marche arrière ni même de négociation possible. Et j'ai la possibilité également ce jour-là d'assister aux 2 premiers entretiens avec le DRH du centre hospitalier pour 2 personnes qui sont là et qui me demandent de les assister. Donc au regard de cela, ensuite, j'ai rendu compte de ce que j'avais fait à Arles auprès de la direction de votre association, monsieur le président Pereira, monsieur Bourdeau. Je les ai revus et on a commencé à discuter sur cette convention du 5 septembre 2002 qui a pris effet le 1er juillet 2002. Alors c'est une convention de mise à disposition de moyens essentiellement techniques et humains. Elle est reconduite d'année en année, même si elle ne le dit pas, mais ce sera retenu par la suite, effectivement. C'est une tacite reconduction, puisque normalement, elle est prévue pour 12 mois à compter du 1er juillet 2002, et elle continue à s'appliquer aujourd'hui. Donc ça aura quand même une importance dans la suite de nos opérations judiciaires. Et à partir de là, effectivement, il a fallu trouver un angle d'attaque. L'angle d'attaque, il est fourni par le Code de la santé publique lui-même. Le Code de la santé publique, je le disais tout à l'heure, c'est un code qui est très touffu, dense en termes de volume. C'est quelque chose de très lourd. Mais justement, un code qui est très lourd, comme le Code du travail, on leur en fait souvent le reproche, mais il y a une explication à cette lourdeur, au volume des lois, règlements, directives, etc., qui constituent un code. C'est que plus un code est lourd, plus il est respectueux du droit de tout le monde. Et c'est pour ça qu'il est étoffé régulièrement. Un code court, il faut s'en méfier. Il a peu de choses à dire et les choses sont claires, mais c'est souvent au détriment de la partie dite faible. Donc là, un code comme celui-ci est intéressant. Mais il faut y rentrer, il faut lui faire dire tout ce qu'il peut dire et tout ce qu'il sait dire et qu'il veut dire. Donc on a trouvé concernant cette convention donc, du 5 septembre 2002 2 dispositions en particulier du Code de la santé publique qui permettent sans aucune force interprétation, passez-moi l'expression tirée par les cheveux, de prétendre en justice que cette convention ne doit pas être appliquée et doit être au contraire condamnée.
Donc on est parti là-dessus. Le tout était de savoir au départ, effectivement, en termes de mise en œuvre de procédure, et là c'est vraiment le procédurier qui parle, mais un avocat c'est d'abord un procédurier, ça n'est pas une injure de le dire, et effectivement nous sommes d'abord des professionnels de la procédure ou des procédures. Nous avons saisi, la FACH a saisi sur ma recommandation le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarascon. Pourquoi? Parce que c'était une façon d'aller devant son juge de manière beaucoup plus rapide, puisqu'un référé, c'est une procédure, vous le savez, d'urgence et traitée de manière très rapide. Devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarascon, la principale opposition que j'avais déjà subodoré et dont je m'étais ouvert aux dirigeants de votre association, c'était l'incompétence de la juridiction au profit de la juridiction administrative. Mais il fallait faire trancher cette question avant d'aller plus loin, parce que saisir d'abord la juridiction administrative pour être renvoyé devant la juridiction judiciaire aurait eu moins de sens. Donc c'est une décision qui a été rendue, une ordonnance qui a été rendue au mois de mai 2018 qui effectivement constate le caractère administratif de cette convention du 5 septembre 2002 et par voie de conséquence nous renvoie à nous pourvoir devant le juge légitime du droit administratif, du contrat administratif, qui est le tribunal administratif. Donc nous avons, cette ordonnance n'a pas été frappée d'appel et nous avons saisi ensuite, parce qu'on appelle un recours de plein contentieux, bon je passe les détails procéduraux, mais qui sont importants néanmoins, le tribunal administratif de Marseille, donc territorialement compétent par rapport à Arles bien évidemment, d'un recours en annulation contre cette convention du 5 septembre 2002, basé sur un certain nombre d'arguments, certains sur lesquels nous reviendrons dans un moment, et l'argument également très important selon lequel il semblerait que aucun des principes régissant le droit de la commande publique ou le droit des marchés publics n'ait été respecté en l'espèce. Donc nous en sommes là quant au fond. Dans le même temps, quelques jours après, puisque le référé suspension doit toujours être consécutif au dépôt du recours en annulation, nous avons déposé une demande de suspension pendant la durée de la procédure de cette même convention du 5 septembre 2002. Donc là, les conditions sont assez drastiques. C'est le Code de la justice administrative, l'article L521.1 du Code de justice administrative qui précise les conditions dans lesquelles la suspension d'un acte administratif par ailleurs attaqué peut être ordonnée. Donc ces conditions étaient drastiques. Nous avons quand même tenter d'y arriver avec en vue, sinon de prospérer dans notre demande, du moins de forcer nos adversaires à sortir un petit peu des ornières dans lesquelles ils étaient jusqu'alors cantonnés et d'opposer de véritables débuts de réponse à ceux à notre demande, début de réponse qui ne manqueront pas d'être développés dans le cadre de l'instance au fond. Donc ça, c'était un des objectifs poursuivis en saisissant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille. Un autre début de poursuivi, c'était de solliciter le juge, un premier juge, et d'examiner à la loupe les considérants au regard desquels il allait juger qu'il convenait de rejeter notre demande, sans doute, mais également des considérants qui pouvaient être importants pour la suite de la procédure. Donc nous en sommes là. Concernant le dépôt de la demande au fond, elle est bien entendu en cours, et elle durera longtemps. Concernant la demande en référé suspension, elle a été purgée puisqu'elle a fait l'objet d'une ordonnance de rejet, effectivement, date du 20 septembre dernier, 2018, il y a quelques jours. Donc on va expliquer aussi le rejet. Pourquoi ce rejet-là? Parce qu'on pouvait peut-être s'attendre à une quasi-victoire dès l'instant que nous étions, et vous l'aviez expliqué, dans notre bon droit. Alors pourquoi est-ce qu'il a été pourquoi ce jugement en fait ne va pas donc dans notre sens, mais plutôt dans le sens de la structure hospitalière? Alors pour une raison qui tient au terme que je rappelais tout à l'heure de l'article L521.1 du Code de justice administrative et qui effectivement oppose des conditions très drastiques à ce type d'action. Pour un motif simple en fait, on demande à un juge administratif de suspendre une décision d'administration, parfois un décret. Donc les conséquences d'une suspension peuvent être très lourdes, en l'occurrence elles l'auraient été. Donc la loi prévoit des garde-fous de manière à ce que le juge ne puisse pas faire obstacle à la vie publique en définitive, à la procédure non, puisqu'il n'y fait pas obstacle, mais à la vie publique. Tout ça par rapport au principe que vous connaissez de la séparation des pouvoirs. Il ne faut pas que le juge administratif s'immisce par trop dans la vie
administrative dans la vie publique. Donc, au terme de cet article L521.1 du Code de justice administrative, il y a une disposition selon laquelle il faut exciper, il faut faire état d'une situation d'urgence pour que le juge fasse droit à notre demande. Il faut également que nous excipions, que nous fassions état d'un moyen, d'un argument susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte qui est attaqué. Donc en fait, juste pour résumer une situation et pour que ce soit simple et compréhensible de la part de tout le monde, cet acte en fait qui a été prononcé signifie qu'il n'y a pas un état d'urgence capitale pour avoir une prise de décision qui vont dans notre sens. Voilà. Mais ce qui ne veut pas dire que sur le fond, il ne nous donne pas raison. Parce que là, ça va. Donc vous allez nous donner la suite des événements. De toute façon, le fond n'est pas abordé. Dès lors que l'urgence est évacuée, ça résulte de la lecture même de l'ordonnance de référé, qui est relativement facile à lire, c'est pas un acte compliqué, relativement court du reste. Dès lors que l'urgence est exclue, le juge ne prend pas la peine, parce que ça ne vaut pas la peine, ça n'est pas la peine, bon, ça n'aurait pas de sens, d'examiner les moyens dont nous avions fait état, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte administratif. Je pense d'ailleurs que le juge des référés a souhaité ne pas prendre parti lui seul et renvoyer à la formation du fond et à la formation collégiale l'obligation de prendre parti sur quelque chose qui est quand même très lourd comme argument. Donc voilà, pas d'urgence, mais en revanche quelque chose de très intéressant dans cette décision, puisque nous avions quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, réussi à obtenir les premiers arguments pour nous contrer du centre hospitalier, et parmi ces arguments, l'un des plus sérieux et l'un des plus évidents était la tardiveté du recours et donc l'irrecevabilité de notre action. Pourquoi? Parce que vous savez qu'en matière administrative, que ce soit pour les actes administratifs ou depuis peu pour les contrats administratifs, parce qu'il y a très peu de temps que le Conseil d'État permet aux particuliers d'attaquer les contrats administratifs, les tiers au contrat, ces actions sont enfermées dans des délais très courts, toujours pour les mêmes raisons, de façon à ce qu'un particulier ne puisse pas obérer la suite normale de la vie publique, et s'immiscer dans la prise de position par la personne publique. Donc c'est de 2 mois à compter de la publicité de l'acte ou de la notification à l'intéressé, et 2 mois pour les contrats à compter de la publicité qu'il leur est donnée, notamment dans les journaux officiels ou les journaux relatifs au marché public. Donc là, effectivement, par rapport à ce contrat qui date du 5 septembre 2002, dont d'ailleurs le centre hospitalier ne nous a pas dit s'il avait fait l'objet des mesures de publicité adéquates et qui sont quand même obligatoires. Mais enfin, peu importe, il nous disait que nous étions très largement tardifs dans notre action et par conséquent irrecevables. Et cet argument a été balayé par le juge des référés au motif que précisément, comme je le disais tout à l'heure, il y a un terme fixé dans cette convention, je crois l'article 7 de mémoire, peu importe, de 12 mois. Or, après 12 mois, le contrat continuait à s'exercer, et toujours selon les mêmes modalités, même paiement de la même somme à l'euro près par le centre hospitalier, et même mise à disposition par le SDIS des Bouches-du-Rhône de moyens humains et matériels, jusqu'à aujourd'hui. Par conséquent, il ressortait de cette pratique que ce contrat avait été reconduit par ce que l'on appelle en droit la tacite reconduction, chose que tout le monde connaît dans beaucoup de contrats, même entre particuliers, ça existe. Et nous avons demandé au juge des référés, qui était madame la présidente de la 3e chambre du tribunal administratif de Marseille, de considérer qu'au regard de l'application de ces principes au cas d'espèce, il y avait lieu de considérer qu'une nouvelle convention était née au 1er juillet de chaque échéance, de chaque année, et que ce que nous attaquions le 5 ou 6 juillet 2018 était la convention qui venait de prendre naissance au 1er juillet 2018. On est toute autorité pour pouvoir être efficient sur cette procédure. Cela rendait notre action recevable. Sinon, effectivement, elle ne l'aurait pas été. Et c'était de bonne guerre de la part de nos adversaires de le soulever. Oui. Mais il fallait réussir à le contrer. Et pour le coup, nous avons réussi, puisque le juge des référés a retenu effectivement que notre thèse était la bonne et que notre action était parfaitement recevable. Ce qui, en termes de fond, quand ça viendra devant la formation collégiale du tribunal administratif, dans quelques mois, nous donne également des arguments
très important puisque si cet argument n'avait pas été accepté et avalisé par la juge des référés, nous nous serions trouvés dans une situation beaucoup plus délicate, alors qu'aujourd'hui, la situation est régie par un article du Conseil d'État dit département du Tarn-et-Garonne, on appelle les arrêts du Conseil d'État par leur partie principale, donc qui a été un véritable bouleversement, ça a été une révolution dans le droit administratif, une petite révolution judiciaire dont le Conseil d'État a le secret, donc c'est un arrêt du 4 avril 2014 sur lequel nous fondons notre action. Écoutez, je pense que les gens auront compris qu'on est dans une démarche plutôt longue, forcément, mais qui est nourrie, qui est construite par vous aujourd'hui, un petit peu chaque jour, parce que bien évidemment, step by step, comme on dit, marche après marche, pour essayer de résoudre le fond de notre problématique, qui est issu des articles R.6312- et D.6124-13 du Code de la santé publique. Et ça, vous allez peut-être pouvoir un peu développer parce que nous, en fait, on compte surtout sur ces articles-là pour ensuite avoir des résultats probants d'une juridiction, de la juridiction compétente, tout simplement, qui nous donnerait raison à ce niveau-là, qui nous permettrait ensuite de pouvoir mailler au niveau national, et c'est ce que vous attendez tous, ambulanciers des SMUR en France, pour pouvoir valider nos cadres de compétences et valider surtout notre métier au sein des SAMU. Voilà, vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, je vous reprendrai sur un point, c'est non seulement valider vos compétences, mais vous permettre de continuer à les exercer. Parce que sinon, effectivement, ce qui s'est passé à Arles, c'est qu'il n'y a plus d'ambulanciers dans le centre hospitalier. Et même si on nous dit qu'ils ont tous été reclassés, il n'y a plus d'hospitaliers et certains d'entre eux le vivent extrêmement mal. Extrêmement mal. On peut rajouter qu'à l'issue, dans la création des SMUR, il n'y a pas si longtemps que ça finalement, les gens dont vous parlez font partie de l'initiation même et de la création de ces SMUR. Certains même avaient 25 ou 30 ans d'activité au sein même du même service. C'est un petit rappel, mais qui a quand même sacrément son importance. Pour certains, oui. En tout cas, c'est sûr. Donc, effectivement, oui, dans tout dossier, il y a le nerf de la guerre, c'est ce qu'il faut trouver. Là, par exemple, alors, ce que nous cherchons, nous, à gagner avec l'action que nous menons à Marseille, c'est quelque chose qui nous conduira également à poursuivre l'annulation de conventions de même nature un petit peu partout en France. Et là, il faut distinguer la spécificité de la convention du 5 septembre 2002, celle que nous attaquons à Marseille, d'avec les autres que je ne connais pas encore. Celle de 2002, effectivement, il apparaît que sur le droit de la commande publique, il y a un argument majeur à discuter. Mais cet argument ne sera pas recevable ailleurs parce que peut-être que certaines des conventions attaquables ailleurs sur le territoire national ne présentent pas la même faille au niveau de l'absence de respect des principes de la commande publique. Donc il fallait trouver de toute façon un argument majeur, un argument massu qui soit valable à Arles et valable partout. Et dans ce travail de recherche, il y a effectivement ce que vous venez de rappeler, la combinaison de deux articles du Code de la santé publique. Alors c'est parfois un peu difficile de les citer, les codes de la santé publique. Alors, de mémoire, l'article D 6124-7 du Code de la santé publique et l'article R 6312-13 du même code. Or, que dit le premier? Le premier dit quelque chose qui est assez évident. Vous me pardonnerez un petit peu la tautologie et la facilité de ce que vous connaissez par cœur, mais bon, ça va toujours mieux en le disant, et surtout lorsque c'est pas l'avocat qui le dit, mais la loi qui l'écrit. Un SMUR, donc structure mobile d'urgence et de réanimation, est composé d'au moins 3 personnes. Alors, 3 personnes, bon, cet article laisse la possibilité de s'adjoindre des services de personnes auxiliaires. En tous les cas, il en faut au minimum 3. Il faut qu'il y ait un médecin, il faut qu'il y ait un infirmier et il faut qu'il y ait un ambulancier. Mais cet article dit un conducteur ou un pilote et renvoie au second article que vous avez cité tout à l'heure, le R 6312-13, qui effectivement, dans son premièrement, cite uniquement et se borne à citer les ambulanciers diplômés d'État. Or, le premier article renvoie expressément au premièrement du second. Si on lit effectivement les deux articles face à face et en perspective, un SMUR, c'est un médecin, c'est un infirmier et c'est un ambulancier diplômé d'État.
Et simplement cela. Il n'y a pas d'alternative. C'est une combinaison d'articles qui ne souffre ni réserve, ni discussion, ni interprétation alternative. Pourquoi? Parce que justement, le premier article, l'article D6124-13, précise que par conducteur ou pilote, la notion de conducteur ou pilote renvoie au premièrement du deuxième article cité. Or, le deuxièmement de cet article-là fait justement référence aux sapeurs-pompiers. Donc le premier article les évacue implicitement, mais nécessairement, puisqu'il ne se réfère expressément qu'au premièrement du second article. Ça a l'air effectivement dit comme ça, un peu confus, mais ça ne l'est pas. Il suffit de lire le premier article et le deuxième, de les mettre les deux en perspective et d'expliquer aux centres hospitaliers qui sont les auteurs et semble-t-il les bénéficiaires en termes budgétaires de ces conventions SDIS, comment ils peuvent, eux qui sont des sujets de droit public, ne pas respecter les termes de la loi qui sont clairs et nets, précis et ne souffrent pas de discussion. Et affiliés à la santé publique. Absolument. Bien. Eh bien, écoutez, je pense que nous avons fait un petit peu le tour de tout l'aspect juridique qui, dans lequel nous sommes en liaison très étroite, puisque c'est fondamentalement notre action principale aujourd'hui. Défendre les intérêts de l'activité des ambulanciers, c'est notre cheval de bataille. En tout cas, vous le voyez aujourd'hui, nous nous donnons les moyens pour ça. Nous comptons sur vous tous, bien évidemment, pour relayer cette vidéo et pour relayer les propos donc, de Maître Jérôme Vialari ici présent qui nous fait la gentillesse de nous recevoir dans ses bureaux aujourd'hui. On tient à vous remercier beaucoup pour l'intérêt que vous avez porté à notre combat, parce que c'est un combat, hein, vous en êtes témoin aujourd'hui. Il faut il faut lutter pour faire aujourd'hui, pour défendre des intérêts qui normalement devraient être dans la normalité appliqués partout. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Voilà. Donc je tiens à vous remercier et je vous dis à très prochainement, à très bientôt, pour avoir l'avancée de vos travaux. Très bien. À très bientôt. Effectivement, je confirme pour l'ensemble de vos adhérents que la cause est juste, tout simplement parce que la situation est injuste. La situation qui est du fait de la signature, l'élaboration de ces conventions fait bon marché d'un corps de métier qui exerce son activité dans des conditions qui sont souvent difficiles, et puis c'est une véritable vocation, n'est pas ambulancier qui veut, et donc la cause effectivement que vous défendez et que vous me faites l'honneur de défendre avec vous est une cause forcément juste, parce que la situation qu'elle veut guérir et qu'elle guérira est une cause profondément injuste. Donc je suis très heureux d'être à vos côtés et je vous remercie l'ensemble de vos adhérents également de vous suivre et de faire corps avec vous, l'association, pour continuer ce combat. Merci beaucoup. Merci. Voilà les dernières informations que nous pouvions vous communiquer sur le sujet à ce jour. N'oubliez pas de partager cette vidéo et de continuer à nous suivre sur notre page Facebook qui s'affiche au bas de votre écran. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour les prochaines news d'Afache TV.